est-ce que tu te considères comme un journaliste d'investigation? Et qu'est-ce que c'est qu'un journaliste d'investigation? Bon, moi, c'est vrai que c'est un mot qui est très à la mode maintenant, journaliste d'investigation. Moi, je pense qu'on est tous journalistes, c'est-à-dire qu'on cherche des informations. Hein, par essence, on est journaliste d'investigation. C'est vrai que de plus en plus, actuellement, on a tendance à voir des journalistes qui travaillent et qui s'investissent longtemps sur des affaires pour essayer de sortir un petit peu du lot et de sortir quelque chose. Oui, c'est vrai qu'à partir du moment où tu commences à t'investir sur une affaire pendant longtemps, et si ton média te permet de le faire, oui, tu es peut-être plus dans la catégorie des journalistes d'investigation. Et vous êtes, j'imagine que c'est un milieu, un petit milieu, vous êtes peu nombreux en fait à faire ce genre de journalisme. Si tu veux, je pense que c'est un très petit milieu dans le milieu de la presse écrite, c'est clair, parce que ce sont toujours les mêmes qui peuvent travailler là-dessus, d'autant plus que les journaux c'est très difficile, surtout dans les quotidiens. Les quotidiens, il faut fournir régulièrement, il faut donner un papier tous les jours, donc c'est pas toujours évident de donner à un journaliste la possibilité de travailler un mois sans fournir le moindre papier sur une affaire, tout en sachant très bien qu'au bout de son mois ou de ses 2 mois, il n'aura pas forcément, il aura peut-être fait chou blanc, il n'aura pas sorti ce qu'il avait envie de sortir. Tu parles d'1 mois, 2 mois, c'est pas parfois plus? Parfois c'est très compliqué. Parfois c'est plus, et d'ailleurs il y a beaucoup de journalistes, comme tu le sais, qui au bout d'un moment transforment leurs articles en bouquins parce qu'à un moment donné tu as besoin d'aller plus loin et ça se voit de plus en plus maintenant. Et alors, comment est-ce qu'on vient au journalisme d'investigation? C'est un choix personnel évidemment, mais quoi? C'est un goût, c'est une envie forte de se lancer dans ce type de métier? Oui, c'est intéressant. On est dans une société actuellement où, comme vous avez pu le voir, on a de plus en plus on interviewe de plus en plus les journalistes actuellement. On voit ça souvent à la télévision. De plus en plus sont les journalistes qui viennent. C'est certainement parce que les journalistes remplacent de plus en plus d'autres personnes qui ne sont plus là peut-être pour jouer leur rôle. Et il y a peut-être un trou, un manque qui font que ce sont de plus en plus les journalistes qu'on appelle. Et donc avec toutes les réserves qu'il faut avoir, il faut faire très attention par rapport à ça. Mais c'est clair que ça devient passionnant et que de plus en plus les journalistes ont un rôle qui est peut-être plus important qu'avant. Oui, je pense. Et sur quelle est l'enquête que tu as menée qui t'a le plus marqué et qui t'a demandé le plus d'investissement en fait? Il y en a plusieurs. Juste pour revenir, on parlait tout à l'heure de la presse écrite, je vais juste revenir sur la presse télé, le journalisme d'investigation en télé qui est assez différent, parce qu'on a des contraintes qui sont différentes, on a des contraintes d'image, il y a du bon et du mauvais. Le bon, c'est qu'on a des contraintes d'image, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller toujours sur le terrain et d'aller au plus près, parce que quand on a un stylo pour la presse écrite, eh bien, il suffit on rencontre quelqu'un, c'est déjà beaucoup plus facile de le rencontrer comme ça, de discuter, ensuite de faire son papier, que de l'avoir devant une caméra. Et puis il faut vraiment aller sur le terrain au plus près pour pouvoir avoir les images. Donc ça c'est très intéressant, parce que ça nous permet d'avoir une complicité, une intimité avec les personnes qu'on voit qui peuvent permettre d'aller plus loin. Maintenant, il y a d'autres contraintes, c'est-à-dire le côté négatif, c'est peut-être justement qu'on est obligé on est toujours tenu par la télé de sortir ce qui va être le plus choc tout de suite, parce qu'avec la télé il faut aller très vite et donc on ne peut pas toujours aller complètement au fond des choses. Et alors tu parles de la nécessité de s'approcher pour la télé au plus près des personnes que tu dois interroger. Parlons des méthodes. On a un peu critiqué la méthode employée dans cette émission de Pujadas, dont j'ai oublié le nom là, qui consistait les infiltrer, avec caméra cachée, etc. Tu pratiques ce genre de méthode? Et première question, et ensuite, comment est-ce que tu apprécies ça? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans ce genre de méthode? Alors sur l'histoire de Pujadas, ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, c'était très difficile dans un premier temps d'utiliser que de la caméra cachée. Ils sont en train de revenir
à un petit peu de caméra ouverte, c'est-à-dire on fait un petit mélange des deux, parce que c'est impossible de faire que de la caméra cachée, enfin ils l'ont fait, mais ça a des limites quand même. Et c'est quoi les limites alors? Alors moi les limites c'est que moi personnellement je pense qu'il faut tout utiliser quand c'est vraiment nécessaire, mais fondamentalement moi je suis totalement contre la caméra cachée. Je pense que l'intérêt justement c'est d'essayer de tout faire pour essayer de convaincre les gens pour essayer pour les faire parler devant une caméra. C'est très important et je pense que même avec des groupes, avec des personnes très très fermées, très difficiles, je pense que c'est possible. Donc ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, je pense que toutefois, si vraiment on ne peut pas faire autrement, il faut se priver d'aucune arme, si j'ose dire, et donc, enfin d'arme, c'est un grand mot, d'aucun moyen, et dans ces cas-là, il faut le faire, bien entendu. Mais moi, au début, quand on travaillait sur 90 minutes sur cette émission, on n'était pas les premiers à lancer cela, mais on était vraiment à l'initiative un petit peu de ces caméras cachées. On travaillait beaucoup, maintenant il y a des gens qui ont des caméras cachées à la James Bond dans les montres, etc. Le problème, c'est que ça a fait un petit peu long feu tout ça, et d'ailleurs maintenant tout le monde commence à faire très attention. Je pense et juridiquement, il y a des limites là-dedans? En plus, bien entendu, oui, parce que c'est très compliqué. Quand on est en caméra cachée, c'est en plus un piège, ces caméras cachées, parce qu'on ne peut pas montrer vraiment le visage des gens, parce qu'à partir du moment où les gens savent qu'ils ont été pris alors qu'ils n'autorisaient pas, peuvent faire un procès, peuvent faire des poursuites. Donc ça veut dire qu'on va cacher la personne, ça veut dire qu'on va masquer son visage, donc déjà c'est limite, parce que dans ces cas-là, pourquoi ne pas dire que la personne qu'on a eue c'est celle-là alors que ça pourrait être une autre, et c'est extrêmement délicat, et je pense que c'est une porte ouverte à éventuellement des falsifications. Mais là on est dans la quintessence du reportage choc que tu dénonçais tout à l'heure. La caméra cachée, c'est simplement pour, voilà. si tu veux, d'effet choc. Oui, et puis maintenant, tu vas voir par exemple une émission sur les adolescents qui boivent alors qu'ils n'ont pas le droit d'acheter de l'alcool dans les supermarchés, et puis tu vas faire une caméra cachée d'un adolescent où on va te prouver qu'il peut acheter une canette de bière ou une boîte de... C'est pas très intéressant, et tu vois, à un moment donné, ça a des limites, ces choses-là. Alors utiliser la caméra cachée pour des choses vraiment très importantes, où tu apportes vraiment un plus, oui, mais quand maintenant tu t'aperçois que la caméra cachée est utilisée à tout va pour n'importe quoi, tu te dis que bon, c'est pas très intéressant. Et alors, revenons à ce que tu disais précédemment, arriver à faire parler des gens à visage découvert sur des sujets même très délicats. Tu y es parvenu? Et sur quel type de sujet? Alors, pour revenir à ce que tu disais, je vais revenir à ce que tu disais sur ces histoires d'investigation, c'est là que ça demande du temps. Et c'est là que justement, il faut avoir du temps. Parce que le problème, c'est pas d'interviewer la personne, c'est tout le travail en amont. C'est les déjeuners, les dîners, les parties de football que tu vas faire avec lui pour à un moment donné créer de la confiance. C'est pas de la manipulation, c'est de la confiance pour créer une connivence qui fait qu'à un moment donné la personne va être d'accord pour parler avec toi. Et la personne sait qui tu es parfaitement. Oui, on est des journalistes. Donc c'est à partir de ce moment-là que ça devient intéressant, et c'est à partir de ce moment-là que la personne parfois va même se mettre en quatre pour t'en dire plus que ce que tu voulais qu'elle te dise. Pas toujours, bien entendu, mais c'est ça qui est intéressant, bien sûr. Mais donc tout ça demande du temps, c'est le temps qu'il faut. C'est le temps. Et le problème, c'est que le temps, tous les médias vont pas te le donner, parce qu'il faut se rendre compte quand même qu'un média, c'est une entreprise qui gagne de l'argent, et qu'à un moment donné, elle a besoin de fournir, elle a besoin que ses employés fournissent. C'est pour ça que moi, je me suis rendu compte que de plus en plus, dans le métier qu'on fait, il est plus facile d'être indépendant que d'être en contrat, où c'est certainement plus confortable sur le plan du quotidien, mais c'est peut-être moins confortable sur le plan du professionnel. D'accord. Plus facile d'être indépendant pour pouvoir bénéficier, avoir ce temps de travailler. Tu ne m'as pas dit l'enquête sur laquelle tu estimes avoir peut-être le plus investi et être parvenu, je dirais, à le mieux travailler, en obtenant des confessions ou des confidences à visage découvert de gens qui ordinairement n'auraient pas parlé, à créer cette confiance. Je ne vais pas dire qu'il y en a eu pas mal, mais on va parler des affaires plus récentes, parce que ça sera plus simple. J'ai traité récemment les francs-maçons, et là où c'était intéressant, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir le traiter, comme c'est un sujet assez croustillant et assez médiatique, qui fait régulièrement la une des hebdos.
c'est un sujet qui est porteur. Et donc j'ai eu la chance de le traiter pour Canal+ dans un premier temps, sous un angle formation et politique. Et comme ça a bien plu, ça a bien marché, j'ai eu une commande de TF1 pour le même sujet. Donc là où c'était intéressant, c'est que tous mes contacts du premier sujet m'ont permis d'aller plus loin sur le deuxième sujet. Donc j'ai vraiment eu le temps de travailler, de rencontrer des gens. Et plus loin, ça veut dire quoi alors? Qu'est-ce qui t'avait manqué sur le premier sujet? Qu'est-ce que tu n'étais pas parvenu à faire? Alors là, on est plus peut-être dans une configuration d'image télévisuelle, c'est-à-dire que les histoires de franc-maçonnerie, ce qui est intéressant, c'est pas tellement pour les gens ce que tu vas raconter, mais ce que tu vas montrer, parce qu'on est toujours dans une configuration de société secrète, cachée, etc. Les temples sont fermés, tatati, tatata. Donc si tu peux expliquer qu'on va vous ouvrir pour la première fois, ce qui est vrai, etc. Et ça, on a pu, grâce au premier sujet qui était un peu un sésame, on a pu peut-être plus encore ouvrir sur le deuxième sujet. Bien que le premier sujet était peut-être un sujet plus canal, donc peut-être un peu plus de fond, si j'ose dire, et plus anglais. C'était vraiment formation et politique. Mais qu'est-ce que tu apprenais de plus aux téléspectateurs que tout ce qui avait été fait précédemment sur les formations? Est-ce que tu avais l'impression d'être allé plus loin, justement Alors, on a eu de la chance en même temps sur ce sujet, c'est-à-dire qu'on est arrivé sur ce thème au moment où il y avait des luttes d'influence au niveau de la franc-maçonnerie, entre les différentes obédiences, notamment les plus importantes, c'est-à-dire le Grand Orient de France et la Grande Loge nationale française, deux frères ennemis, l'une plus portée à gauche et l'autre plus portée à droite. Donc, comme il y a toujours des luttes d'influence dans ces milieux-là, ils se sont mis en quatre les deux pour essayer de nous donner le plus possible pour montrer qu'ils étaient mieux que l'autre. Il est clair que la GLNF crée de plus en plus de loges et d'obédiences en Afrique, notamment en Afrique des Grands Lacs, dans toute la région du Congo, etc. Et ça, on a pu le montrer à travers des réunions secrètes qu'on n'avait jamais pu montrer jusqu'à présent. Et donc, on avait toujours parlé de ces rapports entre le continent noir et la franc-maçonnerie, mais on ne le voyait pas. Et donc là, on a pu le voir très concrètement, et ça me paraissait quand même être un plus, peut-être. Et là, quels sont tes projets, alors, le prochain documentaire sur lequel tu travailles? Sur lequel tu voudrais travailler, ou le sujet que tu voudrais absolument travailler? Le sujet sur lequel je voudrais absolument travailler, il y en a plusieurs, mais enfin bon, là actuellement on prépare un documentaire sur les services, enfin normalement c'est pas encore complètement fait, mais ça devrait se faire, un documentaire sur les services de renseignement israéliens, sur le Mossad. Ça c'est extrêmement fermé. Comment est-ce que tu prépares un projet comme ça? Alors là, si tu veux, là on peut pas, sur un projet comme ça, on peut pas, c'est très difficile de le proposer. On peut proposer tout et n'importe quoi, c'est les choses les plus extraordinaires. Le problème c'est qu'après il faut pouvoir le faire. Donc une fois qu'on se retrouve devant des murs, c'est difficile. Donc là c'est un projet qu'on nous propose, c'est qu'on nous apporte. C'est un fixeur qui nous propose ça. Un fixeur israélien qui nous propose ça, pour la faire courte. Donc moi ça m'a paru intéressant. C'est d'autant plus intéressant qu'actuellement le monde arabe est en train de changer. Et à mon avis c'est passionnant de savoir comment les Israéliens réagissent et prévoient la riposte, ou peut-être pas la riposte, mais en fait comment est-ce qu'ils s'organisent par rapport à ce changement géopolitique au niveau du monde arabe, notamment des pays d'Afrique du Maghreb et du Moyen-Orient. Donc ça c'est passionnant à mon avis de voir ça. Et puis actuellement il y a une autre chose qui est passionnante aussi, bien entendu, c'est tous les rapports avec l'Iran, qui actuellement, on sait ce qui se passe. Mais en fait, est-ce que ça ne veut pas dire que les Israéliens souhaiteraient aujourd'hui communiquer en un mot, et qu'ils décident d'ouvrir un petit peu la vanne? Sinon c'est extrêmement jamais, ou très rarement, le Mossad a accepté que l'on puisse rentrer comme ça. Il est clair que s'ils acceptent, maintenant je te dirai ça plus tard, peut-être que pour l'instant ça se passe comme ça, puis qu'ensuite tout va être fermé, mais bon, là on est plutôt dans une démarche actuellement d'ouverture. Et le mot de manipulation, ça vous interpelle, vous, dans ce métier-là? Et en l'occurrence sur un sujet comme ça, par exemple. On passe notre temps à être manipulé. Maintenant, il faut savoir si on accepte de l'être, ça c'est la première chose. Si on a les moyens de savoir qu'on l'est. Si on a les moyens de savoir qu'on l'est, bien entendu. Et puis savoir si justement cette manipulation, si tant est qu'elle existe, ne peut pas être retournée à notre avantage pour non pas manipuler les autres, mais pour essayer d'en tirer quelque chose qui nous permet d'apporter de l'information. C'est évident quand même. Je pense que c'est tout à fait faisable, parce que de toute façon, il faut quand même rester garder la tête froide dans ce métier, et savoir très bien que de toute façon, on n'obtiendra qu'une tête d'épingle par rapport à ce qui est la réalité des choses. Là, je pense que là où on peut commencer à se tromper, et c'est là où les journalistes d'investigation peuvent éventuellement
trébucher, c'est quand on croit qu'on peut tout révéler, qu'on peut soulever les grands lièvres. Et je pense qu'on peut soulever une petite partie qui permet de permettre aux gens de se poser des questions, mais on ne peut pas aller plus loin. Et je pense, si on peut aller plus loin, tant mieux, mais jusqu'à présent, tu te rends compte que dès qu'on commence à vouloir aller plus loin, ça se retourne. Et ça peut être très dangereux. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours... on n'a pas toutes les cartes en main. C'est impossible parce qu'on n'a pas les moyens, tout simplement. Donc on reste des journalistes avec des moyens de journalistes. C'est tout. Et un sujet comme ça, c'est combien de temps, a priori? Ça dépend. Mais à un moment donné, si tu veux, le problème, c'est qu'on ne peut pas partir 10 ans sur un sujet parce qu'il faut gagner sa vie. Alors l'avantage d'un sujet comme ça, c'est que comme on est en télé, on va être plus peut-être dans la démonstration visuelle, donc on va être sur des choses peut-être de forme aussi. Donc ça peut aller assez vite à partir du moment où tu peux montrer un cours d'entraînement, des choses comme ça. Mais on va pas faire des grandes démonstrations sur la façon dont ils ont réussi à faire abattre un ingénieur iranien parce qu'on va le survoler, mais parce qu'il cherchait le... Mais voilà, donc... Et vous savez ce que... Enfin, avant de commencer à travailler, vous vous dites, tiens, voilà, le Mossad, voilà ce qu'on voudrait parvenir à démontrer, il y a certaines affaires sur lesquelles on voudrait avoir des réponses, ou alors vous dites, on ne maîtrise pas grand-chose, on va prendre ce qu'on nous donne et on construit quelque chose à partir de ça. Un peu des deux, c'est-à-dire que dans un premier temps, toi tu pars quand même avec une idée construite, tu sais ce que tu veux, mais bien entendu tu es demandeur, donc même si tout le monde est demandeur, mais enfin tu es demandeur. Donc tu pars avec une idée de ce que tu veux faire, mais après il faut vraiment avoir une adaptation, il faut vraiment s'adapter et en fonction de ce qui se passe sur le terrain, tu es obligé de complètement changer, parfois totalement ton fusil d'épaule, et voilà. Et là, ce sujet-là, vous savez que vous avez accès aux plus hautes autorités, que déjà ça va vous ouvrir, vous avez des portes intéressantes qui vont s'ouvrir. Je pense qu'on devrait pouvoir avoir accès à des anciens patrons du Mossad, à quelques diplomates bien placés, quelques ambassadeurs, et puis bon, après ce qui va être peut-être plus difficile, c'est de rentrer en contact avec des agents, donc ça sera très difficile parce que par essence ils ne sont pas là pour communiquer, ce qui est bien normal, donc ça sera peut-être plus des anciens ou des gens... Là la caméra cachée sera pas cachée, mais en tout cas, non, allez, pas de caméra cachée, mais en tout cas du visage flouté et quelques témoignages. Moi je te dis très sincèrement, j'aime pas trop ça. Et surtout, là pour le coup, sur un sujet comme ça, ce sont des sujets sérieux, et si vraiment, encore une fois, ce que je te disais, tu peux pas faire autrement, oui, mais sinon, moi ça me... Dis-moi, est-ce que ce reportage d'investigation, ces journées d'investigation sont nécessaires? Oui. Est-ce qu'on en manque, à ton avis? Je pense que c'est bien, je pense que c'est important qu'il y ait des journalistes d'investigation. C'est bon pour la démocratie, le journalisme est bon pour la démocratie, même si parfois on dit beaucoup de bêtises, les journalistes parfois se trompent, mais c'est pas grave, c'est important. L'important, ce n'est pas de dire des choses forcément exactes, l'important c'est d'ouvrir les débats de façon à permettre aux gens d'avoir l'esprit le plus ouvert possible. C'est ça qui est important, c'est pas forcément le fond, c'est la forme. Et puis il reste toujours quelque chose de vrai dans ce qui est dit en général. Et dis-moi, et dernière question, est-ce que le mot éthique, qu'est-ce que ça t'inspire dans un métier que tu fais qui est très sensible? Tu as raison, c'est une question importante parce que éthique, elle est propre à chacun. Et donc tu te rends compte que c'est très important parce que vraiment tu peux pas mettre en place une charte avec des grandes idées. Je pense que chacun doit avoir conscience de ce qu'il fait, doit avoir un bon background professionnel pour avoir tout fait pour pouvoir se rendre compte des choses et à un moment donné de savoir que là il ne faut pas aller trop loin ou là il faut s'arrêter et donc c'est vraiment quelque chose de propre à chacun, cette éthique. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne s'apprend pas dans les écoles de journalisme, selon toi? On ne peut pas fixer les limites? Non, je pense que tu apprends les grandes bases dans les écoles de journalisme, mais après il y a quelque chose qui est très important, c'est le terrain. Et seul le terrain te permet ensuite de te construire, de te faire ton idée qui va te permettre d'avoir ta propre éthique. D'accord. Pascal, super. Bonne chance. Voilà. Bonne chance pour ce doc intéressant. Merci Bertrand. Merci à toi. Merci.